Lui, c'est mon père. Et ça, c'est moi, quand j'avais 1 an. Mon père était réalisateur de documentaires, dans la famille des utopistes. Il aimait partir à la rencontre des autres, découvrir leur environnement, en comprendre le fonctionnement et raconter leurs histoires. Son œuvre est là pour en témoigner. Il s'est suicidé quand j'avais 19 ans. Je dis souvent qu'il a été victime de ses utopies, même si je sais bien que ce n'est pas si simple. Quand il avait 30 ans, il a réalisé un documentaire sur un quartier au sud de Grenoble, la Villeneuve. C'était juste après mai 68, une époque où on voulait refaire le monde. On croyait à la mixité sociale, à l'expression libre des enfants à l'école. Ce film, et certaines des idées qu'il véhiculait sont tombées dans l'oubli. Et puis, en septembre 2013, une tempête s'est abattue sur le quartier de la Villeneuve. Un reportage à charge contre la cité grenobloise, réalisé par une journaliste d'Envoyé spécial. Une fois à l'intérieur, la Villeneuve a des allures de forteresse. Trafic, guerre de territoire, quartier secoué par la violence. Des mots qui font peur. Choqués, les habitants se sont tout de suite mobilisés. C'est quand même France 2, avec un cahier des charges pour avoir un documentaire qui fasse allumer la télévision à plusieurs millions de personnes, qui est responsable d'une image véhiculée dans le monde sur les quartiers. Le truc qui m'a poussé à venir ici, c'est quand j'ai appris que les habitants s'étaient réunis en collectif pour porter plainte contre le groupe France Télévisions. Ça ne s'était jamais vu en France que des habitants frappent du poing et disent « on en a marre de se faire systématiquement stigmatiser et on va se défendre ». Et dans l'envoyé spécial de France 2, ils ont utilisé des extraits du film de mon père. Et ils les ont utilisés pour en donner une image complètement caricaturale, complètement stigmatisante. Et ça, je sais, parce que je l'ai connu, que mon père, ça l'aurait révolté, qu'il n'aurait jamais accepté ça. Je ne dis pas que tout le monde aime ce quartier, je ne dis pas que ce quartier est magnifique. Par contre, ce quartier éveille beaucoup de curiosité chez moi. Et j'aimerais bien en faire un film. Un film qui engage tout le monde à se remettre en cause. D'abord les médias, car la banlieue ne peut pas rester cette zone qui fait de l'audience en faisant peur. Mais aussi les habitants des quartiers populaires, qui doivent se mobiliser pour reconstruire l'image de leur quartier. Qu'est-ce que vous pensez de l'image qu'on donne de la Villeneuve dans les médias ? Eh ben, ils n'ont pas habité la Villeneuve, c'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Je vais dire, habitez la Villeneuve et vous verrez comment ça va être. Mettez pas n'importe quoi après. Hein. Eh bien, on l'a prise au mot, cette dame. Avec Flore, une journaliste qui connaissait déjà le quartier, on a décidé de venir régulièrement à la Villeneuve pendant 1 an. Logés sur place, nous avons pris le temps de rencontrer les gens en partageant leur quotidien. Ici, vivent 12 000 habitants. Avec son collège en forme de soucoupe volante, la Villeneuve est la plus belle cité de France vue du ciel, mais dans laquelle même les Grenoblois du centre-ville ont peur de pénétrer. Pauline, qui aime ce quartier dans lequel elle a grandi, a été blessée par ce reportage. Je l'ai regardé avec ma fille qui a 8 ans, et elle m'a dit « on habite dans un quartier comme ça ». Je lui ai dit « non, toi tu le connais le quartier, c'est pas ce que t'en montre à la télévision qui est la vérité. Toi, tu connais, ne t'inquiète pas, tu vis ici comme avant ». Voilà. Et parce qu'effectivement, c'était terrifiant, le portrait qui a été fait de notre quartier. C'était un endroit où un vrai coupe-gorge, quoi. Ma réaction, ça a été que je voulais absolument pas qu'on se laisse faire et qu'on laisse passer un truc pareil. Il a été diffusé le jeudi,
Nous, on a proposé que le dimanche, on regarde ensemble le reportage. Il y avait tout le monde. C'était vraiment une réunion d'habitants. La responsabilité morale échappe à la loi. Après la colère, les habitants prennent la parole avec détermination. Les habitants ont fait donc une demande de droit de réponse adressée à France Télévisions qui a été ignorée par la chaîne. Donc concrètement, on monte en fait un petit studio dans lequel les gens peuvent venir formuler ce droit de réponse. Ok, on y va. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu ce reportage d'Envoyé spécial et ce que vous avez pensé quand vous l'avez vu? J'aimerais ne plus m'en souvenir. Et j'étais contente d'allumer ma télévision. C'était le rendez-vous familial. Attention, on va parler du quartier dans lequel j'habite. Ça va être formidable, vous allez voir. Super. Il y a même des collègues et tout qui vont passer. À ses débuts, le quartier faisait figure de cité modèle. Aujourd'hui, il est synonyme d'échec et de ghetto. C'est une aberration totale de voir ça. Enfin, c'est honteux, quoi. L'homme n'est pas inquiet. Régulièrement, me dit-il, il tire pour s'entraîner ou s'amuser dans la cité. Enlevez-vous, mettez-vous derrière. J'ai pas envie de... Mettez-vous derrière. Trois coups de 9 mm tirés au pied des tours. Malgré les détonations cette nuit-là, personne ne préviendra la police. Voilà. C'est pas une réalité, quand même, tirer avec un pistolet, voilà quoi, tirer à plein sans c'est pas possible. Moi, j'y crois pas des masses. En gros, c'est toujours sur les mêmes qu'on tape et c'est toujours sur les mêmes quartiers qu'on essaye de démolir ce qu'on a organisé depuis des années. Bon, on peut avoir un regard extérieur, c'est permis de ne pas connaître, mais au moins de garder un certain recul. Mais là, il n'y a pas eu de recul. Les 10% de négatifs qui existent partout sont devenus 90%. On a inversé les choses et c'était franchement de mauvaise foi. La plupart des habitants, c'est frappant, en fait, nous disent mais le journalisme, c'est le plus beau métier du monde. Et voilà ce que là, on a fait de nous. C'est-à-dire, c'est pas du journalisme, en fait. Ils ont parfaitement compris que c'est du théâtre. À la suite de ça, donc le samedi matin, il y a des gens qui se sont regroupés, qui ont rédigé une pétition, qu'ils ont mis en ligne tout de suite sur Internet. Et il y a eu l'idée d'aller porter plainte contre France Télévisions. Avec les conseils d'un avocat, on s'aperçoit qu'il est possible de porter plainte en passant par l'intermédiaire de la citation à comparaître. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on trouve dans le reportage les paroles ou les situations qui étaient fausses. Et on pouvait citer à comparaître que là-dessus. Et on s'est aperçu qu'il y avait très peu de choses qui étaient fausses. Donc en fait, en généralisant, en utilisant le conditionnel, comme elle ne désignait personne, elle pouvait dire ce qu'elle voulait, puisque c'est son point de vue à elle et qu'elle a le droit de l'exprimer. C'est la liberté de la presse, où en fait, moi j'ai découvert qu'on pouvait dire n'importe quoi si on voulait. Voilà. On n'a pas gagné, disons. On a perdu pour des questions de droit. Voilà, c'est ça. Voilà. On n'a pas gagné pour des questions de droit, mais on n'a pas été condamné à payer une amende de dommages. Ça aurait été... Ouais. Ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que ça aurait été bien finalement, parce que ça aurait remobile. La plainte Merci n'était effectivement pas recevable, oui. Donc virée, mais que de notre côté, la position de l'avocat de France 2, qui était de porter plainte pour nous pour plainte abusive, n'était pas retenue non plus. Oui, donc il n'y a pas de condamnation, à rien. Mais le fait d'avoir trouvé la brèche pour amener un média devant un tribunal, par le biais de la citation directe, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà une première victoire. Oui, et je pense que d'autres pourront l'utiliser, j'espère qu'ils le feront. Et faire bouger les choses, Et bien faire reconnaître la question de la discrimination territoriale, enfin, de la légitimité pour un territoire de se défendre. En faisant le procès, c'est pas simplement une revanche médiatique, ça a aussi permis à travers les pièces
qui ont été produites par France 2 à l'occasion de ce procès, de reconstituer à rebours un peu les conditions de production de ce reportage et de se rendre compte, par exemple, que l'intitulé, l'angle, comme on dit dans le métier de journaliste, du reportage était défini dès décembre 2012 avec une formulation qui était la Villeneuve de l'utopie à l'enfer ou de l'utopie au cauchemar. Donc avant même que la journaliste ne commence ses repérages sur le terrain en janvier, l'angle était déjà prédéterminé. C'est un angle en plus qui reprend des titres d'autres articles de journaux, donc ça montre là encore comment les journalistes s'inspirent de la production de leurs collègues plutôt que de faire d'abord une enquête sur le terrain. Quand on arrive à la Villeneuve, par exemple, on est extrêmement surpris par le très grand parc magnifique qu'il y a à la Villeneuve. Et en fait, quand on regarde le reportage que Envoyé spécial consacre à la Villeneuve, il n'y a plus le parc. Donc en fait, ce dont on se rend compte quand on accompagne des reporters sur le terrain, c'est qu'en fait, il y a tout un travail de sélection où en fait il s'agit de faire émerger des types de décors, des types de personnages et des types de situations sur la base des images qu'en donnent les grands médias dominants. Cette action en justice contre le groupe France Télévisions est en elle-même un démenti aux conclusions de l'envoyé spécial. Un quartier où les habitants sont capables de s'organiser pour mobiliser les ressources nécessaires à une telle action n'est pas un quartier replié sur lui-même. Il faut être capable de se battre. Et discrètement soutenue par son père, Pauline s'est battue sur plusieurs fronts. J'ai toujours été très sensible. La diffusion de l'envoyé spécial, ça correspond à un moment de ta vie un peu compliqué ? Particulier. On a décidé de partir au procès. Et après, j'ai appris que j'étais vraiment pas en forme et que je devais être opérée, machin. Opérée opérée du cerveau. Et du coup, j'ai appris qu'après... j'ai été opérée et 3 semaines après, il y avait l'audience. Donc je me suis dit, j'y serai pas. Et en fait, j'y étais. L'opération s'est super bien passée. Et ça m'a porté finalement ce procès parce que j'ai eu plein de choses à faire, j'ai été très sollicitée et puis j'ai pensé à autre chose, quoi. Voilà. L'affaire du procès est maintenant terminée. Paradoxalement, ce conflit aura fait naître plusieurs initiatives positives dans le quartier. Avec Flore, c'est de ça qu'on a eu envie de vous parler. C'est bien, il est beau notre parc là, c'est le printemps, c'est cool. Merci. Ramzi, on y va. Je vous montre le petit défi que j'essaie de vous faire trouver. Le but du jeu, c'est comment je fais pour lâcher le bouchon de façon à ce que quand il va retomber, il reste droit. Donc je vous montre, il faut lâcher et il faut qu'il arrive complètement droit. Ah si. C'est encore pire ça. Alors ça donne quoi là? C'est bon? Ok, alors il faut... Non mais il y a un trou dedans, c'est normal. Je vous montre l'astuce. Si vous lâchez le bouchon comme ça, vous n'y arriverez jamais. Mais si vous le lâchez comme ceci, à la bonne hauteur... Mais vous me l'avez lâché comme ça, c'est un piège. Eh bien Yacine, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je veux évoquer. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne vous ai pas menti, c'est pas impossible. Mais la façon dont j'ai positionné le bouchon au début, je ne vous ai pas dit qu'il fallait le lâcher à la verticale. Mais vous l'avez vu comme ça, alors vous avez dit qu'il faut le faire à la verticale. Et il y a plein de techniques comme ça. Comme quand on va interviewer, vous pouvez poser des questions dans lesquelles vous allez amener forcément vers un type de réponse. Donc c'est un atelier média, éducation aux médias. Effectivement, quand on voit un reportage, il faut qu'on soit capable aussi de décrypter.
de décrypter quel est le message voilà, qui est sous-entendu, pourquoi telle image, pas telle autre. Et donc je pense qu'effectivement, nos élèves, comme tous les élèves en tout cas, si on veut qu'ils aient leur libre arbitre à un moment donné, de dire oui ou de dire non, d'adhérer ou de ne pas adhérer, il faut qu'on puisse leur donner tous les codes en tout cas, et toutes les clés, tous les outils pour qu'ils puissent d'eux-mêmes réfléchir et avancer. Et ça c'est important. On va vous passer un reportage qui a été tourné, vous verrez, sur la Villeneuve. Et ce qui nous intéresse, Yacine, ce qui nous intéresse, c'est vos impressions à l'issue de ce reportage. Tout à coup, les policiers se retrouvent face à une quinzaine de jeunes. Ils ont fumé du cannabis et bu de l'alcool. Les policiers sont pris à partie et notre équipe est insultée. Le contrôle tourne à la confrontation. Nous préférons poser notre caméra. Ce que je vous propose de faire rapidement, c'est qu'on complète un petit tableau avec ce sur quoi vous êtes d'accord sur ce reportage. Et puis ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Yacine, s'il te plaît. Et puis enfin, ce que vous trouvez que c'est exagéré. Avec quoi tu es d'accord, toi? Je suis d'accord que c'était comme ça en 2000 trucs. D'accord, mais quelle partie? Je marque quoi? C'est d'accord comme ça? Les jeunes, les policiers, les quoi? Les policiers, les tout. Voilà. T'as déjà vu les policiers en action comme ça? Bah oui. Oui? Ouais. Et donc ça se passe comme ça? Ouais. D'accord, donc je marque ici, je suis d'accord, avec intervention des policiers. En fait, les jeunes, ils sont pas du tout violents avec les habitants du quartier. Ça, c'est un sentiment ou c'est, d'après toi, la réalité? D'après moi, c'est la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de violence avec les gens du quartier? Ils ont l'habitude de vivre ensemble. D'accord. Donc quand on se connaît, de toute façon, il n'y a pas de raison qu'on s'agresse, c'est ça? Bah, même en fait, avec des personnes d'ailleurs, comme par exemple les profs et tout, il n'y a pas de violence. Ouais, tout à fait d'accord. Les gens, ils préfèrent regarder des émissions avec de la violence et tout, parce que ça les captive plus que regarder des émissions où on dit du bien. Ça, parce que ça captive plus quand on entend des trucs choquants. Et toi, ça t'a fait quoi alors quand t'as vu ce reportage? Je me suis dit, maintenant, finalement, je crois même plus aux reportages sur les autres quartiers et tout, parce qu'ils doivent faire pareil. Ils inventent, en fait. Ils ont mis une musique dramatisée derrière. Genre, c'est la guerre, genre. En Irak, je sais pas, enfin... D'ailleurs, à un moment, dans le reportage, il commence, je me rappelle, et puis à un moment, ils disent les bandes se regroupent, un truc comme ça. Bandes. Je me rappelle, il y en a plein qui rigolaient. Pourquoi ça vous a fait rire? Parce que c'est pas vrai. Ouais, alors en quoi c'est pas vrai? C'est pas des bandes, c'est... Ouais, c'est quoi? C'est une bande de copains, c'est... D'accord, donc là, vous voyez que finalement, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment, elle vient peut-être avec une idée, et elle va faire en sorte de faire son film, ses reportages, ses images, ses prises de vue, de façon à renforcer un point de vue. Moi, dans mes réactions par rapport au fait qu'il fallait absolument faire quelque chose autour de ce reportage, il y avait protéger les jeunes de Villeneuve de l'image qui leur était renvoyée d'eux-mêmes et leur donner les moyens de comprendre que cette image, ça correspondait à un miroir déformant pour moi. Et c'est pas parce qu'on vient de Villeneuve qu'on n'a pas d'avenir et qu'on va devenir délinquant ou dealer, quoi. Et par rapport à la question de l'utopie de départ, il ne s'agit pas forcément de la défendre, mais par contre de refuser qu'elle soit ridiculisée comme elle a été faite dans le film. Les extraits du film de Claude Massot sont détournés de leur objet. La Villeneuve, c'est un endroit où on a cherché à traduire dans la réalité les questions de fraternité, d'égalité et de liberté. Quand j'étais petite, c'était un endroit de grande liberté, Villeneuve. Au début des années 70, on multipliait les expériences à la Villeneuve. Ils ont même été les premiers à mettre en place une télé locale et participative. Caméra 2 avance un peu. La Vidéo Gazette. Mon père avait rencontré le journaliste qui animait cette télévision. Enfin, l'utopie, c'est de croire que donc, la télévision, c'est-à-dire donc un médium, arriverait à faire retrouver la parole. Donc, ce n'est pas tout le temps la télévision qui va parler, ou ça parle, ou c'est un groupe qui parle, mais que finalement, la télévision me donne envie de parler à mon voisin, ou de parler aux gens du dessous, ou au groupe auquel je ne parle pas. Alors moi, disons, c'est le pari que nous faisons ici, c'est que c'est nécessaire qu'on ait un moment
Et c'est nécessaire pour retrouver la parole ensuite. Mais la vraie parole, enfin la parole sur laquelle on a pouvoir, c'est-à-dire la parole qui devient même action, enfin action sociale, action politique, action culturelle, enfin la parole du pouvoir. Enfin. C'est important parce que ça a provoqué, d'abord ça a permis de Et on l'a retrouvé, Daniel Populus. On en parle maintenant. 40 ans après, l'ancien journaliste revient sur cette expérience qui a marqué le quartier. Dans le projet de la Villeneuve, il y avait quand même une intention. C'était pas faire de la télé. C'était de mettre la télé au service d'une dynamique sociale, ce qu'on appelle maintenant le vivre ensemble. Enfin bon, voilà. C'est de dire c'est au service d'eux. C'était pas de faire de la télé pour la télé. Peut-être aussi, alors, sur l'aspect parti pris, il faut pas avoir peur d'être agitateur et de solliciter du débat. Parce que ce qui est intéressant dans une collectivité, je trouve, c'est plutôt le débat. C'est pas le consensus. Et c'est la façon aussi de faire parler les gens. Parce que là aussi, je crois que c'est important dans la proximité. C'est pas que les gens viennent parler dans le journal ou à l'époque dans la vidéogazette. C'est qu'ils parlent entre eux dans la rue, chez eux, de ce qui s'est dit sur ce support-là. Oui. Chose dont on n'aura peut-être jamais écho, mais ça a provoqué de la parole et du débat, quoi. Voilà. À l'époque, en plus de la vidéogazette, il y avait le journal de la Villeneuve qui rendait compte de la vie dans le quartier. Né en réponse à la diffusion de l'envoyé spécial, son descendant s'appelle le Crieur de la Villeneuve. C'est Benjamin qui en est le responsable. L'objectif, donner aux habitants les moyens de se réapproprier leur image en devenant leurs propres médias. Ce jeune journaliste vit ici depuis 3 ans. On organise des conférences de rédaction ouvertes à tout le monde. Les gens peuvent venir, proposer des sujets, dire moi, il y a ça, j'ai vu ça, ça m'interpelle, j'aimerais bien qu'on en parle dans le journal, ou moi j'ai envie d'écrire un article là-dessus, comment je peux faire. C'est vrai que par rapport à d'autres journalistes qui sont un peu dans leur tour d'ivoire, qui ne se mêlent jamais à leurs lecteurs, c'est vrai que moi, j'habite dans le quartier, et de côtoyer tous les jours tes lecteurs, ça te permet d'avoir plus de retours sur ce que tu fais, et de te remettre beaucoup plus en question, Tu goûtes ta colle en fait. Pour voir s'il y a assez de sucre. Alors, recette. Sucre, farine et eau. Et ça fait de la belle colle. Vous connaissez le crieur? Le crieur de la Villeneuve? Oui, j'en ai entendu parler. C'est moi qui gère le truc. Si vous voulez, je vous donne une affiche. Oui, merci. Bonne journée. Alors, c'est des articles qui sont déjà parus sur le site internet. Donc, un double portrait de 2 musiciens qui habitent le quartier et d'un jeune boxeur qui vient de devenir champion de France. Ça, c'est censé être une conf de rédaction du Crieur de la Villeneuve. C'est une conférence de rédaction du Crieur de la Villeneuve. D'accord. Donc là, il n'y a personne. Enfin, si, il y a Guy. Il y a Guy. Conférence de rédaction, avant que ça marche, ça va prendre 1 an. Là, on est au tout début. Ça fait 3 mois qu'on est lancé. On n'est pas encore connu dans le quartier. On n'a pas encore de local. Il y a plein de... Et vous faites quoi pour vous faire connaître? Bouche-oreille, les affiches. Pas facile de mobiliser les gens autour d'un projet collectif. Alors, pour encourager le dialogue et la prise de parole, qui demande un effort, Claire, une Québécoise résidant à la Villeneuve depuis 1 an, a imaginé une nouvelle rubrique dans Le Crieur. Une bande dessinée qui met en scène des pigeons en pleine conversation. Ce sont les mots des habitants qui remplissent les bulles, et c'est anonyme. Aujourd'hui, un sujet dont tout le monde se plaint et qui n'évolue pas beaucoup, les ordures qui tombent du ciel. On va aller dans la crique sud, puis on va faire parler les gens sur la propreté dans le quartier, surtout à l'Arlequin, qui est reconnu pour ses problèmes de détritus, Bonjour! Vous connaissez le Crieur de la Villeneuve? Non. C'est un nouveau journal local qui est publié en ligne et sur les affiches que vous voyez un peu partout.
Ah oui, les grandes affiches là, métalliques là. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Je suis un peu envoyée spéciale et puis je fais des BD qui expriment, si on veut, les joies et les frustrations du quotidien. Et moi, je me fous, moi j'aime pas ce quartier. Tu n'aimes pas ce quartier? Non, j'aime pas ce quartier. Ah Je me sens pas dans le quartier et puis il y a trop de nuisances et moi je me sens isolée là. Je suis pas étudiante, je suis pas famille, je suis pas retraitée, je suis pas communautaire. Non, je me sens pas de d'ici. Bon. Bonjour. Mais vous connaissez les Crieurs de la Villeneuve? Crieurs de la Villeneuve? Ouais, c'est un journal local. Vous connaissez quelque chose par rapport aux ordures qui tombent par les fenêtres? Beaucoup de choses qui passent. Ah ouais, partout. Carrément, on a une fois, il y avait un frigo. En fait, moi, j'ai vu le frigo par terre. Et des gens ont raconté que le frigo vient de tomber. Ouais. Ici, on va mettre... j'ai vu un frigo tomber du haut. Tu t'imagines, tu passes sous la galerie, tu t'attends pas, il y a un frigo qui te tombe sur la tête, c'est la mort assurée. Ouais. Donc ça fait vraiment peur. Personne n'est mort. Heureusement, personne n'est passé au mauvais endroit. C'est quand même assez exagéré. C'est pas exagéré parce que c'est vrai. Là, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Là, ce qu'on a raconté, là, c'est vrai. Mais oui. En fait, vous voulez un peu quelque chose qui est comique, en fait. Oui, c'est ça. Oui, il faut écrire une histoire. Hein, parce que... ouais. Oh mon Dieu, heureusement qu'il y a eu plus de peur que de mal. Oh mon Dieu, quelle horreur. En espérant que ça va changer. En espérant que ça va changer? OK. Et alors comment est-ce qu'il faut faire pour que ça change? C'est les habitants. Bon, moi, à mon avis, ça ne changera jamais. Ça commence déjà par le... Comment on va dire? Par le bas âge, moi, je vais dire. Les parents aussi, ils disent rien. Quand les enfants ils font des bêtises, par exemple, ils les soutiennent. Même contre la police, contre tout, ils les soutiennent. C'est l'éducation, quoi. C'est combien de fois par semaine, ça? 2-3 fois. Vous en connaissez des gens qui jettent des poubelles par les fenêtres? Non, j'ai une de ma famille qui habite là, mais je sais qu'elle ne jette pas. Non, franchement, les gens que je connais, ils ne peuvent pas jeter ici parce qu'ils savent que je travaille là. C'est moi qui ramasse. Attention! Attention! C'est rien, c'est coup de couscous. Mon problème, c'est qu'il n'y a aucun méga qui soit touché. Les gens, ils calculent quand ils balancent sur vous ou c'est juste... Non, ils ne calculent pas. Honnêtement, non, on n'est pas visé, en fait. Non, du tout. Tu m'as dit que tu avais une idée pour sensibiliser les gens par rapport à ça? Bah oui, c'était ça. C'était d'aller faire un petit reportage, comme ça, avec une caméra, et prendre le témoignage des habitants ou des locataires qui sont au rez-de-chaussée, ceux-là qui subissent. Et les pauvres, suite à ça, il y a des rats, il y a des tiques, il y a des poux, il y a des moustiques, il y a des... Voilà, ça rapporte tout ça, ça rapporte des maladies. En plus, les pigeons, quand ils descendent en bas, ils vont manger cette nourriture qui est dégueulasse. Et ça remonte, ça se pose sur un balcon, ça chie sur un balcon. Et cette merde-là, ça va devenir des microbes pour leurs enfants. En fait, voilà, ça fait comme un cercle, tu jettes, tu reçois le microbe. Et ça, tu vois. Et je crois que si les voisins d'en haut, ils seront conscients, ils vont voir le reportage, ils vont voir que les voisins de rez-de-chaussée, ils souffrent, je crois que leur comportement va changer. On va voir de l'autre côté comment ça se vit bien. Faut toujours s'éloigner de la façade. Voilà, par exemple. C'est un grand problème ici. Ah bah alors. Il y a beaucoup de rames ici. On mange très les enfants ici. C'est pas possible pour sortir la balcon ici, c'est vrai. Si vous avez quelque chose à dire à vos voisins, madame, qui jettent d'en haut, vous leur dites quoi? C'est pas bien comme ça. Elle a jeté des télés, des frigos, des doulous, des manger, des tout. Tout. Vous trouvez que c'est dur à vivre? Oui, c'est très dur ici. Montrer les problèmes, sans caricaturer mais sans se voiler la face, ça peut contribuer à faire changer les choses. Déjà, dans le film de mon père, la question était abordée.
Quand Daniel Populus de la Vidéo-Gazette parlait du rôle du média, il évoquait le phénomène du miroir. L'hypothèse que personnellement je fais, c'est que quand on se voit vivre, on ne peut pas ne pas changer. Enfin, on ne peut pas s'identifier à ce moment de sa vie. Je crois que c'est vrai sur le plan personnel, mais je crois que c'est vrai aussi sur le plan collectif. Et c'est là que moi, disons, personnellement, je fais un pari sur une certaine dynamique politique, enfin, de ces outils-là. C'est qu'une collectivité qui a les chances de se voir, de s'entendre, d'avoir un pouvoir sur ces moyens qui lui permettent de se voir et de s'entendre, ne peut pas ne pas changer. L'expérience de la Vidéo-Gazette n'aura duré que 3 ans. Et si on refaisait un peu de télé à la Villeneuve? Les collégiens ont beaucoup critiqué le rôle de la police dans l'envoyé spécial. Mais alors, comment en parler sans caricaturer? Nous avons proposé aux jeunes de participer à un reportage sur la brigade spécialisée de terrain. C'est les flics qu'on voit passer régulièrement dans le quartier. Et lui, c'est leur chef, le major Musset. C'est Yacine, Stella, Tasnim, et nous avons César, qui est juste là. Donc Major Musset, c'est le responsable de la BST qu'on va aller interviewer dans le bureau du commissaire. Monsieur Wilmar, on va passer par les escaliers ici. Merci beaucoup. Très bien. Entrez, c'est ici qu'on va faire l'interview. Quand vous faites des interventions dans des quartiers difficiles ou voilà, quand vous contrôlez les gens, quel est le regard des habitants envers vous et comment les habitants vous accueillent? On arrive à avoir quelques contacts, mais ils sont assez furtifs parce que les gens ont peur. C'est pas qu'ils ont peur de la police, c'est qu'ils ont peur que les gens les voient parler avec la police. Parce qu'on a un peu une profession stéréotypée par l'actualité, par les médias. Est-ce que vous comprenez, vous, que certains des jeunes puissent se sentir agressés quand on voit des hommes en uniforme, une quinzaine de personnes en uniforme, arriver avec des chiens? Moi, je le comprends pas. Je le comprends pas parce qu'on n'est pas une bande rivale. On est une tenue, on est identifié, on est policier, on n'est pas là pour agresser les gens. Ils prennent ça comme une agression, mais on rentre pas dans un hall d'immeuble avec des battes de baseball, avec une cagoule, avec des gants et on frappe tout le monde. Vous savez qui je suis. Je vous cache rien, moi. Je suis policier. Par contre, vous, pas vous, là, cet après-midi, mais la personne que je dois contrôler dans un parc à 2h du matin, je suis obligé de prendre des précautions. Ça peut être quelqu'un qui sort son chien. Ça peut être quelqu'un qui vient de faire un cambriolage. Peut-être quelqu'un qui a un pistolet à sa ceinture. Au départ, je ne le sais pas. Donc c'est pour ça qu'on a des techniques d'intervention, des fois qui peuvent surprendre, mais c'est pour notre propre sécurité. C'est pour ça que des fois, ça peut être mal compris des personnes qui n'ont rien fait. Et que là, ils ont l'impression qu'on vient en force pour pas grand-chose. Et nous, si on est dans ces quartiers-là, enfin moi, à titre personnel, c'est pas tellement pour m'occuper des 20 ou des 30 qui perturbent le quartier, c'est plus pour les 11 000 autres qui ont besoin de la police pour que le matin, quand ils partent, ils aient leur voiture qui n'est pas brûlée, qu'ils aient leur boîte aux lettres qui ne soit pas cassée. Moi, je suis dans ces quartiers pour ces personnes-là. On parlait tout à l'heure du rapport qu'impliquent les caméras vis-à-vis d'une scène qui est tournée. Donc du coup, comment on fait pour raconter le plus honnêtement possible et le plus sincèrement possible le travail de la police dans un quartier? Comme je vous ai dit en début d'interview, même les comportements de la police peuvent changer aussi. Les comportements peut-être agressifs. Vous mettez une caméra, les comportements agressifs. Côté policier, ça a plutôt tendance à calmer le jeu, encourager la politesse. Peut-être. Et dans l'autre sens, ça va aussi peut-être faire monter la pression parce que ça va être médiatisé. Donc dans les deux sens, ça va être faussé. Donc si vous voulez un reportage qui soit le plus honnête possible, c'est que moi je ne sois même pas au courant, c'est de faire une caméra cachée. Est-ce que vous appréhendez d'être vu en présence de policiers avec des caméras Non? Yacine, il est moins... Je vais pas dire non, parce que ça serait mentir. Mais je vais pas dire oui de l'autre côté, donc c'est... Ça va et toi? Fatigué, mais ça va. Fatigué. Et là, on se rend à quel endroit? Là, on va aller sur le quartier de l'Arlequin, c'est-à-dire dans les coursives et dans les montées d'immeubles.
Donc on a fait plusieurs passages la semaine dernière. Donc on a eu une grosse discussion avec les groupes de jeunes. Donc aujourd'hui, on va voir si les résultats sont là. Toutes ces armes que vous avez, ça ne peut que blesser, déstabiliser, ça ne peut pas tuer. Si, nos armes que nous avons à la ceinture, c'est fait pour tuer. Après, il y a une graduation dans la défense. Si quelqu'un vient vous agresser physiquement à main nue, normalement, on peut se défendre qu'à main nue. Ensuite, si on a une personne qui nous agresse avec un bâton ou avec un couteau, on a d'autres armes dites intermédiaires avant d'utiliser notre pistolet. Donc on a des bombes lacrymogènes, on a des bâtons télescopiques, ce qu'on appelle ça. Ça sert à quoi ça? Ça sert à se défendre contre une personne qui a un couteau ou un bâton. Et après, si vraiment on est dans une situation où notre vie elle est en danger, qu'on ne peut pas s'en sortir autrement, ou la vie de quelqu'un d'autre, dans ce cas-là, on peut faire usage de notre arme. Bonjour. Non, vous inquiétez pas, c'est pour les merdeux, c'est pas pour vous. Si vous voulez pas être tourné, vous faites pas. Et ils vont pas te filmer si t'as pas envie. Il volé 2 quads. Le type, il a pris le quad, il en a fait, il s'est filmé sur Facebook. Le type, il a fait quoi? Il a reconnu le panneau de la rocade, à côté où on fait de la moto, il a tout reconnu. Ah ouais? Bon, l'essentiel, c'est que vous avez récupéré. Ouais, j'ai récupéré mes affaires. Elle est en état? Ouais, en état, non, il a pas touché, il m'a dit. Faire du scooter dans la voie publique sans quelque chose, c'est interdit. C'est interdit, mais là, réagir, on va pas les couvrir après. En plus que lui, on connaît son adresse, on sait où il pose son scooter. Donc là, on va le laisser faire son petit numéro de cirque. Et puis en fin d'après-midi, on va aller où il habite et on va lui récupérer son scooter. Allez, Tsumbu! Ah, et vous connaissez même son nom? Oh, bah, je connais son nom, son prénom, son surnom, son adresse. Je peux même sortir son numéro de téléphone. En plus, le scooter, il est en règle. Et il rentre dans la provocation pour rentrer un peu dans le stéréotype du jeune de quartier. Il enlève sa plaque pour faire croire que le scooter est volé. Mais en plus, c'est son scooter à lui. Alors, qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Quand on voyait le tournage dans les spéciales, on avait vraiment l'impression que les policiers et les jeunes, c'était constant des ennemis qui ne s'aimaient pas, qui ne pouvaient pas dialoguer en fait. Et là, on a eu la preuve que les policiers et les jeunes, ils ont pu dialoguer calmement et on a pu voir qu'ils parlaient sans crier, sans être agressifs du moins. Pour Teddy, ses rapports avec la police n'ont pas toujours été évidents. Mais il a rapidement trouvé sa voie. Aujourd'hui, il revient de Genève où il fait des études de cinéma. Ah ouais, mec, je les ai tartés. Il faut que je la C'est un enfant de la Villeneuve, alors ici, tout le monde le connaît. Ah, c'est pas machin bizarre, t'inquiète pas, frère, c'est pas... Tu filmes ta vie, t'es dit? C'est comme ça va, tranquille. D'accord. Oh, t'es donc? Ça t'es dit? Les gars, ils sont pas super contents quand ils voient une caméra qui débarque. Ils veulent pas, non. C'est normal, hein. Pourquoi? À mort, c'est normal, avec les reportages mystiques qu'ils ont fait ici, là, les trucs bizarres qu'ils ont fait, à force, tu veux plus trop te faire filmer. Puis il y en a, ils aiment pas trop la caméra, t'as vu, je comprends. Même que ce soit hormis les documentaires et tout, quand c'est pour qu'on fasse des films, tout ça, des fois, il y en a, ils veulent pas trop. Soit ils ont honte, soit ils aiment pas qu'on les voit à la caméra, ou ils aiment pas s'afficher, c'est normal. Je respecte ça, t'as vu. Toi, ça te pose pas de problème, la caméra? Non, pas du tout. Je suis amoureux de la caméra, moi. Ça, c'est mon école primaire. Quand j'étais petit. T'étais au Tremble? J'étais au Tremble, l'école des Trembles. Je faisais trembler les profs, moi. Teddy est à la fois comédien et réalisateur. Dans son premier film, il se sert des codes de la banlieue. Les acteurs sont ses potes et leur rôle, ils savent le jouer. En ce moment, il tourne un nouveau film. Voici Teddy en pleine direction d'acteur. Tu vois, il va arriver, il va te check, il va te dire wesh, tout bien négro, quoi, bien tranquille et tout machin. Il va te dire wesh et tout, frère, moi je viens te voir et tout, là c'est grave, frère et tout, faut qu'on s'occupe de ces 2 trous de balles, tu sais. À ce héros-là, c'est Abdoulaye, tu sais. Lui, il va dire, lui, je sais pas ce qu'il dit et tout machin, nanana. Après, lui, il va dire, de toute façon, je repasse te voir tout à l'heure et tout.
et on voit ça. Tu comprends l'embrouille ou pas? Tu comprends? Bon, ben moi, j'ai pas tout compris, mais on va voir ce que ça donne. Allez, ça tourne. Ouais, négro. Bien quoi? Qu'est-ce qui se passe, négro? Moi, Zepek, on est là. Là, il est en train de dormir parce qu'il a le sommeil lourd. Mais on est en train de s'activer, frère. Frère, Abdoulaye, frère, ce fils de pute, frère, il est même pas du quartier, frère. Frère, je suis obligé, frère, je suis tout seul, frère. En plus, frère, si tu le payes, d'un côté, il va pas te voir venir, frère. Voilà, frère. Abdoulaye, il ne doit pas venir, c'est parfait. Astero, là, s'il se prend pour le boss, il va vite retomber de très haut, frère. Voilà, ça fait que là, de toute façon, là, je dois bouger, frère, chercher ma nièce. On se recapte ce soir, au frère. Vas-y, frère. Frère, moi, je suis là, frère. Vas-y, négro, on fait comme mec. Tiens, vous avez tenu... Super cool. Tu te joues bien, hein? Frère, je suis un acteur, au vrai. Le provocateur en scooter avec les flics, c'est lui. Décidément, Chiquilo, il aime jouer la comédie. Je vais au labo de Villeneuve la série, voir Naïm. Naïm, c'est pas un grand frère, c'est pas un père, c'est un bon petit concentré des deux, t'as vu. Ça va, Eddie? Yo. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vrai quand tu me vois. Bah là, en fait, on a un film. On n'a pas de fin. Naïm est président de Villeneuve-la-Série, une association qui produit des films avec les habitants du quartier. Eux, c'est la fiction qu'ils ont choisie pour décrire le réel. Des fois, il y a des points sur lesquels on est différent. Comment s'organiser? Par exemple, en effet, et évidemment, Teddy, il est beaucoup moins organisé, a priori, que moi, pour faire un tournage. Mais disons, dans sa désorganisation, il génère des situations artistiques que j'aurais pas pu faire moi, en fait. Alors du coup, sur le moment, des fois, ça me fait un peu chier, je râle, etc. Mais après, on se dit toujours avec Julien, bah alors dis donc, là, même si c'était un peu la galère, on aurait... Enfin, mine de rien, ça génère ça. Et en 2014, c'est le succès. Le film Guy Moquet, produit par Naïm et dont Teddy est l'acteur principal, est sélectionné à Cannes. Guy Moquet, écoute, franchement, j'en ai marre. T'es venu chez moi, sans prévenir, sans rien. Tu m'as fait sortir, je suis venue, j'ai été gentille. J'avais un truc à faire avec ma cousine et toi, t'es là, tu me ramènes là avec ton plan pourri, tu me fais traverser là, que j'en ai marre. Je rentre, c'est vous, là. Attends, Tiki. Quoi? Demain, je t'embrasse devant tout le monde dans le lac, au milieu du lac. Comme au cinéma. Comme dans un film. Le plus beau baiser que t'as jamais vu, des vrais baisers de film. Ouais. Hein? Demain? On verra. Allez, fais comme si t'étais Guimau, même si c'est toi, et t'embrasses Tiki. Attends. Action. C'est un bon film. Allez, continue. Allez, viens, on y va. On va plus vite, quoi. On attend Teddy pour l'interviewer. 2 lapins en 3 jours. Il sait se faire désirer. Et ça, c'est un truc que t'as déjà fait ici, embrasser une fille dans le parc devant des gens? Non? Non, ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? Parce que c'est la pudeur. Tout le monde est posé là, tu sais, je m'embrasse avec ma femme, il y a des enfants qui passent, il y a des mamans qui passent comme ça, non. Mais alors pourquoi toi, dans tes films, tu parles d'amour? L'amour, c'est un truc... c'est pas tout le monde qui le vit pareil. Tu vois, il y en a qui peut-être ils n'ont pas d'amoureuse, peut-être qu'ils en aiment une qui les aime pas, peut-être que, tu vois, ça se vit pas pareil pour tout le monde, je pense. Il y en a, ils ont du plaisir à parler d'amour parce qu'ils savent que, bah voilà, ils en reçoivent et ils en donnent. Tandis qu'il y en a, peut-être qu'ils en donnent, ils en reçoivent pas. Il y en a qui, tu vois, c'est difficile. L'amour, c'est un truc vraiment complexe. C'est ça que j'aime bien, en fait, justement. Dans mes films, en fait, je veux parler de la complexité, la difficulté à aimer.
La difficulté à aimer. La difficulté à aimer, que ce soit en cité, en ville, là-bas, dans un autre pays, en Alabama, je m'en fous, mais c'est la complexité à aimer. Et là, le premier film que j'ai fait, c'était en cité. La complexité à aimer en cité, dans une situation. Mais par contre, la violence, elle est assez présente partout. Moi, quand je vois les jeunes, comment ils se parlent au collège, comment ils se tapent dessus. Enfin, tu vois, je sais que c'est du jeu, que c'est leur façon de... Tu parles à la Villeneuve? Ouais. Ouais, mais ça sert à rien de se voir à la face. Il y a beaucoup de violence ici, c'est sûr, ça. Mais il y a beaucoup d'amour aussi. Il y a beaucoup de violence, mais il y a beaucoup d'amour aussi. Et quand je dis de l'amour, c'est pas forcément de sortir avec une fille, mais l'amour fraternel entre deux potes, entre deux copines, entre un mec et une meuf, mais dans le sens que voilà, son copain. Mais c'est plus facile de montrer la violence que l'amour. Pour certains, pas pour tout le monde. Si tu veux, c'est ce que tu veux, ça dépend ce que tu viens chercher. Tu viens chercher quoi? Tu viens chercher de l'amour ou de la violence, ou tu veux montrer les deux? Tu fais une comparaison, ou ça dépend quel film tu veux faire. Les journalistes trouvent ce qu'ils cherchent, on est d'accord. Et c'est rare qu'ils viennent chercher l'amour. Je viens de la guerre, moi, je suis de l'Angola, moi. Je suis un enfant soldat. Contre qui se bat-il aujourd'hui? J'ai l'impression que le quartier est son nouveau terrain de guerre. Oh, sortez vos têtes, là. Vous avez pas, y a le boss, là, vous répondez pas, là. Papa, là. Oh, dis-leur, ils sortent tous leur tête, là. Oh, famille. Zepek aussi aime jouer avec la caméra. Et il a bien compris ce qui peut intéresser les journalistes. Là, viens te garer, là. Viens mettre ma musique, là, dans ta voiture. Là. Pour nous parler, il nous emmène devant une voiture brûlée en pensant que l'image nous plaira. Juste un petit truc. Pose-toi là. Une voiture cramée, ils sont chauves. Hein? C'est ingénieux, ça. Posez dedans, tranquille. Je vous parle. Moi, je disais... Corley, c'est Oman. Bonjour. Alors ça, c'est Zepek, l'enfant soldat, qui dort dans des voitures, hein, qui caillasse des vieux, comme sur France 2, là. Hein. Mais toi, quand on te voit dans le reportage, on se dit, bah ouais, il a bien voulu jouer ce rôle-là, quoi. Honnêtement, pour être franc avec vous, je sais pas si elle m'a fait du charme, ce qui marche à chaque fois, mais elle m'a bien eu en tout cas. Ouais, donc c'est pas vous qui l'avez brûlé la voiture? Non. On a un acteur là, Djouga, qui a dit un truc hyper fort, à un moment où il était justement interrogé par des journalistes post-envoyé spécial. Et il a dit quelque chose, alors je paraphrase, hein. Il disait, bah voilà, nous, quand on est jeune, quand on a 15 ans, et puis qu'on voit qu'il y a un reportage sur telle cité, par exemple, en banlieue parisienne, et qu'ils font un peu les shows, on se dit, ah ben on va faire pareil. Et puis du coup, on peut facilement se mettre en scène aussi quand il y a la télé qui vient, etc., parce que ça devient un peu la compète comme ça, à qui a les plus gros bras, quoi, en gros. Et puis il dit, puis un jour, on a 16-17 ans, puis on va en vacances en colo dans le sud, où on va au camping, et puis on va voir une fille parce qu'on a envie de la draguer, puis on lui dit « Ah ben je viens de Villeneuve », et puis là, elle n'a pas trop envie, quoi. Et là, on se dit qu'on est un peu con. Si on veut cette image-là qui est renvoyée, elle est renvoyée dans les reportages d'envoyé spécial, elle est renvoyée dans les clips de rap, elle est renvoyée dans les fictions aussi. Et quelque part, elle est aussi excitante et séduisante. C'est-à-dire, moi aussi, j'aime bien regarder des films de mafieux ou de petites frappes. Donc je comprends qu'en fait, on a envie de se mettre en scène de cette manière-là. Et puis, c'est aussi assez logique que le public devant sa télé il soit excité par ça, en fait. Pour moi, la violence, en vrai, elle est dans les rapports sociaux, elle est dans les situations politiques. Elle est pas... Enfin, je veux dire, pour moi, la violence institutionnelle de comment les quartiers sont positionnés, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus forte, beaucoup plus sourde, beaucoup plus structurellement ancrée que la violence des rapports verbaux, par exemple, dans la rue, ou même la violence de, je sais pas moi, des gens qui se battent avec les poings, quoi. C'est quand même... même si les gens, ça leur fait plus peur, voilà, c'est ça, ça leur fait plus peur des gens qui vont se taper dessus, mais en fait, fondamentalement, je crois que la violence sociale, elle est quand même... Elle est beaucoup plus forte, en fait. Parce qu'elle est beaucoup plus dure à défaire, en fait.
La violence sociale, les gamins de la Batucada la vivent au quotidien. À leur tête, Willy refuse de baisser les bras. Il a réussi le tour de force de rassembler ces 80 jeunes, pas toujours évidents à gérer. Il les a convaincus qu'ensemble, ils étaient plus forts, mais que pour ça, il fallait respecter les règles. On s'engage, on arrive à l'heure, on écoute les autres et on s'amuse. Une harmonie est née qui fait du bruit certes, mais qui est au service du quartier. La Batucavie, c'est comme un média pour changer l'image de la ville neuve. Nous on est d'un quartier qui s'appelle Villeneuve et on sent bien ici si t'en veux la preuve. C'est vrai que c'est pas facile d'entendre tout ce qui se dit sur les gars et les filles qui habitent ici. N'écoute pas certains journalistes. Ils ne connaissent pas, c'est pas trop leur trip. Si tu veux en avoir une bonne idée, c'est avec nous qu'il va te falloir parler. On fait partie d'une troupe qui se donne à fond. Nous on fait pas de la soupe mais des percussions. Bien bosser dans ce groupe en répétition. Pour toute la foule ça trouve pas nos prestations. Partager cette passion c'est ce qu'on fait vraiment. En captant l'attention de tout plein de gens. On est une vraie famille des sœurs des